Dans un instant, c'est le face-à-face, deuxième interview politique de cette édition. A tout de suite. Bonjour Catherine Morin-Desailly, merci d'être présente sur ce plateau ce matin. Vous êtes sénatrice centriste de Seine-Maritime et merci d'être là. Merci. Bonjour Catherine Morin-Desailly, j'aimerais vous entendre tout d'abord bien sûr sur la loi anti-casseurs puisque c'est l'actualité au Sénat aujourd'hui. Le Sénat s'apprête à examiner cet après-midi cette loi. Emmanuel Macron qui décide de saisir le Conseil constitutionnel sur son propre texte. C'est assez inhabituel, plutôt surprenant. Oui, ça témoigne même, on peut dire, d'une forme d'incohérence et du fait que on n'est pas sûr finalement du texte. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette loi anti-casseurs, elle est partie du Sénat suite aux manifestations violentes du 1er mai. Les manifestations prennent un caractère assez inédit ces derniers temps et c'était pour viser à faire en sorte qu'on puisse manifester pacifiquement. Notre collègue Bruno Retailleau avait déposé quelques mesures comme l'interdiction de manifester cagoulé, le visage dissimulé, pour permettre certaines fouilles. Voilà, et ce texte qui est parti après un avis assez mitigé, somme toute, du gouvernement à l'Assemblée nationale, ne l'est allé véritablement que par la force des événements avec ces manifestations des Gilets jaunes. Mais ce qui est regrettable, c'est que le gouvernement ne se soit pas saisi beaucoup plus tôt de ce texte, qu'on ait eu le temps de la navette parlementaire et qu'on ait le temps de réfléchir vraiment de manière très approfondie aux conséquences, dispositions de ce texte. Alors précisément, beaucoup jugent ce texte liberticide, c'est-à-dire attentatoire aux libertés. Est-ce que c'est votre cas également ou est-ce qu'au contraire, vous allez voter ce texte tout à l'heure ? Les dispositions que je viens d'évoquer, qui vise à encadrer les manifestations, j'y suis tout à fait favorable. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est cet article 2, et notamment dans sa version telle que revenue de l'Assemblée nationale, où il a durci cette interdiction de manifester. Voilà, l'article 2, pour que les téléspectateurs comprennent bien, l'article 2, c'est celui qui autorise les préfets à interdire à une personne de manifester pendant un mois. C'est ce qui serait précisément attentatoire aux libertés. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet, parce que si nous sommes pour bien sûr prendre des dispositions qui s'imposent pour permettre la poursuite de manifestations de manière pacifique, et si les Français sont bien sûr exaspérés par la violence en cours à l'heure actuelle, il ne faut pas non plus perdre de vue que nous légiférons sur le long terme et que les dispositions que nous votons aujourd'hui, elles perdureront dans le temps, et que aux mains d'un gouvernement autoritaire, cet article 2 pose un certain nombre de questions. On vous sent très prudente ce matin. Je suis très prudente et j'attends les débats de cet après-midi, notamment sur cet article 2. Je vous repose la question, est-ce que tout à l'heure vous voterez ce texte, puisqu'on connaît le texte qui va être présenté? Je voterai en fonction, très sincèrement, des débats qui vont avoir lieu cet après-midi, notamment sur cet article 2 qui pose problème. La preuve, le Conseil constitutionnel est saisi et son écriture pose de toute façon question. Donc moi, je suis assez cohérente, je ne vote pas non plus des textes qui par essence, par définition, intrinsèquement dès le départ, posent un certain nombre de problèmes dans leur écriture. Par ailleurs, ces dispositions, encore une fois, il faut bien y réfléchir à deux fois, parce qu'il y a des bonnes dispositions dans le texte, mais cette disposition pose un certain nombre de problèmes en matière de liberté publique. Sur un tout autre sujet, j'aimerais qu'on parle maintenant du grand débat, ou plutôt de la sortie du grand débat. On voit que l'exécutif prône désormais une sorte de grand débat permanent. En tout cas, ils ont du mal à imaginer une porte de sortie réelle de ce grand débat. Est-ce que le Sénat, quelle pourrait être cette porte de sortie? Est-ce que le Sénat a un rôle à jouer justement dans ce grand débat permanent ou dans cette sortie du grand débat? Bien entendu. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le Sénat est un pôle de stabilité. Il ne vous aura pas échappé que le Sénat contrôle l'action du gouvernement. Il joue son rôle. La commission d'enquête sur l'affaire Benalla l'a tout à fait démontré, a démontré l'utilité du Sénat. Je rappelle que dès le démarrage des discussions qui ont présidé à la loi de finances, nous avions alerté sur la hausse des taxes sur le carburant, nous avions alerté sur la problématique de la hausse de la CSG pour les petites retraites, donc nous avions anticipé tout cela. Donc le Sénat est à la fois force de contrôle et force de proposition. Donc
il est question que nous tirions les conclusions des débats qui se sont tenus notamment avec les maires. C'est forcément notre cœur de métier. Les maires, les élus locaux, leurs propositions, ce qui nous faut remonter du terrain. Donc ça sera sans doute important, peut-être début avril, on parle peut-être du 3 avril, que nous ayons ce débat au Sénat. Mais la réponse au grand débat, je dois dire qu'elle est plurielle. Il y aura peut-être des textes de loi qui vont traduire certaines propositions, certaines problématiques. Il reviendra au Parlement d'en débattre. Je pense, à l'instar de ce que propose le président des régions de France, Hervé Morin, qu'il serait utile de convoquer une conférence nationale des territoires qui associe aussi les représentants des entreprises, des élus, les acteurs de la vie civile pour tirer aussi les conclusions de ces grands débats. Vous savez que Territoire Uni, c'est l'appel de Marseille, ce sont les communes, les départements, les régions qui appellent à un nouvel acte de la décentralisation, justement pour sortir de cela. Catherine Morin-Desailly, pour terminer, j'aimerais qu'on évoque un sujet que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous êtes présidente de la Commission de la Culture du Sénat, qui est la réforme de l'audiovisuel public. Franck Riester, le ministre de la Culture, ces derniers jours, l'a évoqué. On en connaît de mieux en mieux les contours. Il parle c'est un texte majeur, une réforme majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Culture parle d'une réforme à 360 degrés. Il y aurait bien la création d'une BBC à la française. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que c'est aussi ce que vous avez en tête quand vous imaginez cette réforme? Alors pour qu'on nous comprenne bien, parce qu'on nous écoute sur ce sujet, une réforme à 360 degrés, ça veut dire qu'on va aller dans le fond des choses. Ça va être une réforme du modèle économique, ça va être une réforme de la gouvernance, ça va être une réforme aussi de la régulation de l'audiovisuel, alors qui va concerner aussi l'audiovisuel privé, donc qui renvoie aux instances de régulation. Il ne vous a pas échappé non plus qu'au Sénat, nous travaillons de très longue date sur ce sujet. J'ai souhaité dès 2015 que nous ayons des propositions, car dès 2015, je savais qu'il fallait réformer l'audiovisuel public pour l'adapter à l'heure du numérique, et que nous avons fait des propositions dont s'inspire largement le ministre. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il était lui-même député, donc on a eu à l'occasion d'un certain nombre d'échanges. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on fait une réforme pour longtemps. On ne réforme pas l'audiovisuel tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. On fait une réforme de l'audiovisuel qui dure une bonne vingtaine d'années à minima. Je rappelle que la dernière, c'est 86. Côté régulation, le ministre plaide pour un rapprochement du CSA, de l'ARCEP et d'Adopi. Ça, vous y êtes favorable ? Nous travaillons sur ces sujets en ce moment au Sénat. Nous auditionnons beaucoup pour vérifier l'opportunité du rapprochement des autorités de régulation qui, à l'heure du numérique, ont toutes quelque chose, bien sûr, en commun. Mais il faut d'abord aller vérifier l'opportunité d'une telle proposition. Je pense que d'emblée, on peut dire que le CSA, qui régule les contenus sur la télévision, bien sûr, et aussi d'une certaine façon sur l'Internet, et l'Adopi, qui aussi traite des contenus, du piratage. Je pense qu'il y aurait opportunité à rapprocher les deux, très sincèrement. Après, il y a cette question plus large, en effet, de l'ARCEP. Pour terminer, en revanche, pas de conseil de déontologie de la presse a été évoqué ces derniers temps, un sujet sensible, dit le ministre. Finalement, la proposition est écartée. Elle était en débat. Beaucoup de journalistes y étaient en effet hostiles. Les propositions entourant ce sujet étaient assez floues. Qui siégerait dans ce Conseil de la presse? Quel serait son rôle, ses missions? Des déclarations plutôt contradictoires en disant il faudrait des représentants au sein même des rédactions pour contrôler l'action des journalistes. Je vais vous dire, c'était peut-être une fausse bonne solution. C'est une solution qui avait été évoquée par Madame Nyssen, qui était empêtrée dans la loi fake news. Souvenons-nous des débats au Sénat. C'est annoncé au Sénat pendant la deuxième lecture de ce texte sur les fausses nouvelles, que nous avons rejeté ici, considérant que c'était un texte potentiellement liberticide, en tout cas inefficace. Et c'était une des propositions apportées pour tenter de résoudre cette question des fausses nouvelles. Très bien. Une autre question sensible sur ce sujet, c'est la nomination de celui ou de celle qui dirigera France Télévisions. Donc, dans la loi, Franck Riester, qui était sur ce plateau, mon invité mercredi, a indiqué que ce serait plutôt les conseils d'administration, les sociétés qui nommeraient donc leurs dirigeants ou la dirigeante. Est-ce que vous êtes favorable à ce type-là de gouvernance nouvelle? Et qu'est-ce que vous pensez du bilan de Delphine Ernotte?
J'y suis d'autant plus favorable que je rappelle qu'en 2009, il y a eu cette fameuse commission dite COPé avec des ateliers. Et il y avait cet atelier gouvernance qui était présidé par mon prédécesseur Jacques Valade. Et la proposition qui émanait à l'époque, c'était que le président de l'audiovisuel ou la présidente de l'audiovisuel public soit nommé par le conseil d'administration, bien sûr complètement renouvelé dans sa composition et ses missions. Donc cette proposition, quelque part, elle vient du Sénat et de très longue date, depuis 2009. On s'est essayé à d'autres formules et on voit bien qu'elle ne donne pas satisfaction. Ceci étant, il faut être assez mesuré aussi sur le mode de nomination parce que l'indépendance de l'audiovisuel dépend de la nomination, mais il dépend surtout aussi des moyens alloués à l'audiovisuel. Il dépend de la manière dont le contrat d'objectifs et de moyens est construit. Et donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, c'est une proposition qui émane aussi du rapport que nous avons souhaité, le rapport Le Bettelin de 2015. Sur Delphine Ernotte, elle pourra donc, au fond, se représenter et demander à être renouvelée, confirmée par le conseil d'administration. Comment vous voyez ça, vous? C'est la présidente de France Télévisions dont on parle. Je ne vois pas les choses encore précisément parce que nous n'avons pas débattu de ce que serait la composition de ce conseil d'administration. Quelles en seraient Mais elle en aura la les possibilité, tutelles. techniquement? Je pense qu'elle, étant la présidente sortante, de la même manière que son prédécesseur Rémi Fimelin avait souhaité recandidater devant le CSA, elle aura bien sûr la possibilité, ça fait partie des choses naturelles, de se représenter devant ce conseil d'administration si on a finalisé d'ici là, parce que le temps court. Je rappelle, son mandat échoue en 2020 et on annonce la loi pour 2020. Il est globalement positif, son bilan? Son bilan est encore en devenir, puisque je vous rappelle qu'il n'est pas terminé, loin s'en faut. Elle a eu pour elle la difficulté d'avoir une succession de tutelles un peu contradictoires. Donc ça n'a pas été facile. Un certain nombre de mesures ont été bien sûr engagées. Et qu'aujourd'hui, la dépendance très forte de l'audiovisuel public à une variété de tutelles rend les choses compliquées, très sincèrement, pour le président de l'audiovisuel public. Merci Catherine beaucoup, Morin-Desailly, sénatrice Morin-Desailly. Merci centriste beaucoup. de Merci. Seine-Maritime. Merci d'avoir été notre invitée.